Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ce samedi encore au bureau du prof, votre émission éducative qui vous parvient en tout cas, vous le savez, tous les samedis quand il est 14 h sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat. Et vous savez très bien que le bureau du prof, c'est cette émission éducative qui vous donne la possibilité, le pouvoir, l'opportunité de plonger, de voguer dans les méandres de l'école de la République. Ici, nous dénonçons, mais nous ne faisons pas que dénoncer, nous proposons aussi des solutions. Alors que vous soyez élève, étudiant, encadrant, enseignant ou tout simplement passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est faite pour vous. Alors, vous pouvez nous suivre sur le canal 410 ou en tout cas à travers la radio. La fréquence est tout simplement 89.5 ou tout simplement nous suivre via la page Facebook du dit média. Et comme tous les soirs, je suis accompagné de mes chroniqueurs. Il y a un qui est absent, mais Souma, il est là. Moustapha Souma, Soum, je rappelle qu'il est un brillant professeur d'histoire du côté de lycée Donka. Il est aussi syndicaliste au niveau du SLEC, c'est ça, non? Bonsoir Souma. Bonsoir, l'officier de la police grammaticale. Ah, c'est toi qui le dis. Ça va, ça fait très longtemps, hein? Oui, très longtemps, on est en vacances. Bon, d'accord. Dieu merci. Alors, ce soir, nous avons une invitée, je ne dirais même pas une invitée de taille, en l'occurrence Kadiatou Konaté, elle est fondatrice de Malaf, entendez par Malaf, la maison de leadership et d'accompagnement des filles et femmes. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le professeur. Vous savez tellement articuler, monsieur le professeur. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ici. Et ensemble, nous allons parler de ce thème, l'éducation de la jeune fille et aussi la violence en milieu scolaire. Surtout cette violence basée aussi sur les filles. Hein. En tout cas, une fois, c'est un plaisir de vous avoir chez nous. Le plaisir, il est partagé. Merci bien. Et comme vous le savez, le bureau du prof, ce ne sont pas que les échanges entre chroniqueurs et invités. C'est aussi cette rubrique qu'on appelle le mot du prof. C'est une rubrique instructive, une rubrique didactique qui vise à améliorer un peu ou à rendre, si vous le voulez, le quotient linguistique ou grammatical de nos auditeurs et téléspectateurs un peu consistant, quand bien même nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Nul n'est parfait, la perfection est un attribut du tout-puissant Allah. Alors au menu ce soir, nous allons parler de deux verbes qui souvent prêtent à confusion, rentrer et entrer. Alors, quelle est la différence entre les deux? Lorsque nous prenons entrer, c'est un verbe, il faut le rappeler, du premier groupe. On l'emploie lorsqu'on accède pour la première fois à un endroit, à un lieu. Par exemple, c'est la première fois que notre invité soit à Kavi Média. Alors, quand elle toque, par exemple, à la porte, on peut lui dire « Entrez, s'il vous plaît, madame. » Voilà. Et quand ça devient répétitif, on peut en ce moment employer rentrer, rentrer. On fait usage du préfixe « re ». Et voilà, c'est un peu la différence. Et ces deux verbes-là ont généré entrer et rentrer. Cette fois-ci, c'est la forme nominale. Par exemple, la rentrée scolaire. Bientôt la rentrée scolaire. C'est quand la rentrée scolaire même? C'est le lundi. C'est le lundi. Donc la rentrée, elle est répétitive, elle est itérative. C'est pourquoi on dit la rentrée scolaire. Alors, quand on parle d'entrée cette fois-ci, entrée avec E-N, T-R-E accent aigu, muet, c'est un endroit qui sert de passage. C'est pourquoi on ne dit pas la rentrée de
média, de Kavi Média, ou la rentrée du stade. On dit l'entrée du stade. Voilà. Et on va continuer. Cette fois-ci, c'est un petit décryptage phonétique, la prononciation du mot héros. Il faut savoir que héros, ici, héros, c'est le H, il est aspiré. Et même quand il est au pluriel, on ne doit pas dire les héros. Il faut vraiment se garder de prononcer le Z. Mais tous ces dérivés, par exemple, héroïque, là, le son Z peut apparaître. Voilà, des actes héroïques, là, c'est bon. Mais ne dites plus jamais des héros quand c'est au pluriel. Dites tout simplement des héros. Voilà. Et il y a aussi cette étape de cette rubrique qu'on appelle décryptage des figures de style. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'hyperbole. L'hyperbole est une figure d'exagération. C'est lorsqu'on veut, par exemple, faire une amplification. Lorsque vous prenez, par exemple, l'épopée mandingue de Soundiata Keita, il est dit dans un passage que Soundiata arracha le baobab, voilà, et ça c'est vraiment une exagération, mais c'est aussi une manière d'embellir la légende. Et rapidement, pour terminer, nous allons embrayer avec l'expression du jour qui nous dit ceci: tomber de Charybde en Scylla. Comment on écrit Charybde? C'est C-H-A-R-Y-B-D. Voilà, de Charybde en Scylla. Scylla, c'est S-C-Y-L-L-A. Ça veut dire, lorsqu'on tombe dans des difficultés, on arrive à tirer notre épingle du jeu et ensuite on tombe aussi dans d'autres difficultés. C'est ce qui veut dire tomber de Charybde en Scylla. C'est une expression qui tire son origine de la mythologie grecque. Alors, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du Média de Développement, c'est ce qu'il fallait en substance retenir au compte de ce menu du bureau de la chronique Le mot du prof. Alors, on revient maintenant à notre invité Kadiatou Konaté. Je le disais tantôt, c'est la fondatrice de Malaf, maison de leadership et d'accompagnement des filles et femmes. C'est une très brave dame et d'ailleurs je profite de ce numéro du bureau du prof pour dire que je suis très admiratif de tout ce que vous faites. Je vous lis beaucoup et je suis très admiratif, hein, voilà. Venant de vous. C'est objectif, c'est voilà, c'est bien fondé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, madame, je voudrais d'abord que vous nous disiez réellement, quand on dit Kadiatou Konaté, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qui Kadiatou Konaté? Même si Amadou Ampatiba dit que l'homme n'est pas bon dans sa propre bouche, mais on va s'employer du mieux que nous pouvons pour que vous essayiez de nous parler un tout petit peu de vous. C'est bien d'introduire par ça. Merci infiniment pour ce temps d'antenne. Alors, Kadiatou Konaté est une militante féministe pour les droits des filles et des femmes en Guinée. Qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la protection sociale et des droits des femmes. Donc, je suis très focus sur ça. Souvent, on me pose la question, pourquoi vous ne parlez pas d'hommes? C'est parce que tout simplement, j'ai choisi un domaine sur lequel c'est important pour moi d'être focus vis-à-vis de la situation dans laquelle nous vivons et des réalités sociales dans lesquelles nous sommes en tant que Guinéens, Guinéennes. Et à côté, j'ai cofondé le Club des jeunes filles leaders de Guinée où j'ai dirigé durant 4 ans. En tant que présidente par intérim durant 2 ans, ensuite directrice exécutive de 2021 à 2023 avant de commencer à servir dans une entreprise de la place. En tant que conseillère droits humains. Voilà, donc je continue mon militantisme et à côté récemment j'ai mis en place Malaf. Malaf qui est une manière pour moi de dire aux jeunes que c'est possible d'impacter sans autant passer forcément par l'argent des bailleurs tout en mettant à disposition nos compétences parce que chaque être humain d'une manière ou d'une autre a des compétences, a des potentiels qu'il peut être en mesure en tant que personne peut être en mesure de mettre à disposition. Donc avec Malaf, nous nous mettons à disposition les potentiels individuels et collectifs de chaque membre de l'équipe afin de réaliser des activités sociales dans nos communautés, parce que l'idée c'est comment faire en sorte que nous puissions impacter autrement nos communautés. Et puis voilà,
c'est ça. Oh ben, c'est très bien dit, le décor il est très bien planté. Alors ce soir, comme vous le savez, on a dit que le thème c'est la violence en milieu scolaire et aussi la scolarisation de la jeune fille. Eh bien, vous êtes une dame très inspirante et lorsqu'on prend aujourd'hui la proportion concernant le nombre de filles inscrites dans nos écoles, ce n'est pas aussi considérable que ça. Et d'ailleurs, parfois il y a certaines filles à mi-chemin, voilà, c'est-à-dire elles étudient jusqu'à un certain niveau, elles abandonnent. Aujourd'hui, en tant que vraiment actrice qui défend les filles, les femmes, qu'est-ce qu'on peut employer aujourd'hui comme stratégie pour qu'elles s'intéressent à l'école, étudier jusqu'à l'université, être comme vous, pourquoi pas, vous dépasser? La question de l'éducation des filles est à deux niveaux. Il y a le premier niveau qui intéresse la scolarisation de la jeune fille et le second niveau qui intéresse la déscolarisation de la jeune fille, mais lié au maintien des filles à l'école. Donc, de plus en plus, à travers les programmes de développement mis en place par des partenaires comme UNICEF, UNFPA ou Plan International et même le gouvernement guinéen, on voit qu'il y a un nombre élevé de filles qui sont inscrites à l'école, que ce soit dans les communautés, que ce soit dans les villages et même à Conakry. Cependant, le problème qui se pose, comparativement aux petits garçons, on se rend compte que plus les jeunes filles continuent, c'est-à-dire plus elles augmentent en niveau, elles évoluent dans leur parcours scolaire, moins il y a des filles à l'école. Et donc, c'est ce phénomène-là qui nous amène à dire, OK, on est d'accord qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits en matière d'éducation, de scolarisation des filles, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que les filles continuent le cursus scolaire jusqu'à finir les études. Et à ce niveau, il y a énormément d'autres facteurs qui tournent autour. Par exemple, les questions de mariage d'enfants. Chez nous, on dit que le mariage d'enfants est l'une des principales raisons de déscolarisation de la jeune fille. Donc, il y a les questions de mariage d'enfants, il y a des questions d'infrastructures scolaires. Quand on prend dans les communautés reculées, on se rend compte que les filles ne peuvent plus aller à l'école arrivées à un certain âge parce que l'école est très loin de là où elles étudient et donc il y a plusieurs autres facteurs qui viennent. Est-ce qu'elles doivent se réveiller le matin très tôt à 4h, à 5h pour faire les tâches ménagères, pour faire tout ce qu'il y a à faire, ensuite se préparer pour aller à l'école, revenir, aller au champ, aider la maman. À un moment donné, on se dit, en fait, à quoi ça sert l'école? Et malheureusement, nous sommes dans un système où on apprend à la jeune fille tout ce qui est important pour toi, c'est d'avoir un bon mari. Donc, il faut que tu aies un bon mari, comme ça, tu as réussi ta vie. On n'apprend pas à la jeune fille son épanouissement personnel, son développement personnel, mais c'est être à l'attente du développement personnel de quelqu'un d'autre afin que sa vie soit prise en charge. Donc, il y a tout ce phénomène-là qui entre en compte dans la question d'éducation des jeunes filles, malheureusement qui continue à se répercuter sur le système de développement politique de la Guinée. Parce qu'à un moment donné, on voit moins de femmes, que ce soit dans les instances décisionnelles, que ce soit à tous les niveaux. Après, on se dit, mais les femmes, effectivement, les femmes ne peuvent pas être là parce que le système est fait de telle sorte que les femmes ne puissent pas atteindre un certain niveau. Et malheureusement, psychologiquement, parce que là, ça tombe sur la psychologie de la personne, elle n'est pas prête ou elle n'est pas faite ou la société ne l'a pas préparée en tant que femme de rêver grand, d'aspirer à de grandes carrières en tant que personne. C'est comment chercher un bon mari, un mari riche qui pourra prendre en charge toute la famille. Et là, on dirait qu'elle a réussi sa vie en tant que femme. Donc, la scolarisation de la jeune fille est assez... l'éducation est assez transversale. Il y a aussi les violences dont on parle, dont le professeur parlera, on reviendra dessus, qui sont des facteurs de déscolarisation de la jeune fille, par la manière dont les professeurs se comportent avec les filles à l'école. Par exemple, une fille qui voit ses règles en classe, on dit elle est sale, il y a ses amis qui se moquent, le professeur sort immédiatement. On n'a pas cette culture de comprendre ce qui se passe. Elle ne fait pas exprès de voir ses menstrues en classe. C'est normal qu'une fille ait ses menstrues en classe, en fait, qu'elle ait ses menstrues, que ce soit en classe, dans un système, peu importe, mais il faut que nous soyons en mesure de comprendre ce système-là et d'avoir de l'empathie au sein de nos différentes écoles et tout ce qui va avec. Bon, après, je pense que je parle beaucoup. Non, mais c'est bien, c'est accrocheur. Ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Souma, nous sommes avec Kadiatou Konaté. On est en train de parler de la scolarisation des jeunes filles.
vous y connaissez, vous êtes dans le système éducatif, alors si vous avez des questions à lui poser, eh bien voilà, vous avez carte blanche. Bien, moi je vais savoir, Madame Konaté, féministe, qu'est-ce que vous amène à vous engager dans le féminisme sans avoir trop de considération pour cette description que vous faites sur les femmes, que les garçons aussi ou que les hommes peuvent aussi avoir dans la société? J'ai commencé par dire que je ne traite pas les sujets des hommes, c'est un choix. Et je suppose que si les hommes sont intéressés et ont conscience de leurs problèmes, ils peuvent mieux porter leur lutte. On a beaucoup trop de problèmes comme ça, je pense. Et diversifier les actions, c'est possible de diversifier les actions, mais pour moi, pour être plus efficace, c'est important, ça c'est dans tous les domaines de la vie, c'est important d'être focus sur quelque chose. Je ne nie pas qu'il existe des hommes qui peuvent être victimes d'harcèlement ou tout ça, mais la proportion de femmes, de jeunes filles qui font face à ces types de violences, de ces problèmes, cette proportion est plus élevée chez les femmes que chez les jeunes garçons ou que chez les hommes. Et l'autre chose, le système patriarcal qui est mis en place fait croire aux hommes, même s'ils sont victimes, mais fait croire aux hommes qu'ils sont des super hommes, donc ils sont des super êtres. Et ce qui fait qu'ils finissent par se recroqueviller sur eux-mêmes. Du coup, ils peuvent être victimes de viol, mais ils ne veulent pas dire parce que entre les hommes, quand un autre homme dit je suis victime de viol, on dit non, m'a dit toi aussi. Comment ça se fait que tu n'as pas profité? Donc pour eux, ce rapport de pouvoir qui existe entre l'homme et la femme finit par consumer l'homme, malheureusement, parce qu'on pense que vous êtes des super êtres, encore une fois. Moi, je ne défends pas les hommes. Pour revenir à la question, je suis focus sur les droits des femmes, mais n'empêche, si ça vous intéresse, moi je dis toujours, on vous encourage à porter la voix des hommes. Ok. Oui, allez-y, oui. Voilà. Alors, selon vous, parce qu'on comprend dans vos explications que vous saisissez très bien le problème. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, rend les femmes vulnérables au point que la violence, en tout cas, dont elles sont victimes, devienne quelque chose qui devient un problème sociétal? Ou normal, je dirais, si je me permets, c'est quelque chose de normal tout simplement. Je pense que c'est la composition de la société qui fait cela. La composition de la société et la manière dont la société réfléchit. C'est un problème qui a existé, ce problème patriarcal, ce pouvoir où, c'est-à-dire le pouvoir, il est détenu par les hommes quand on prend le système patriarcal, et qu'à un moment donné, on se retrouve avec les femmes qui normalisent cela, parce que j'ai rencontré des femmes à Cancan où on était en consultation et tout, en échange. Ces femmes-là ont dit, moi je ne veux pas d'un homme qui ne me frappe pas. Pour moi c'était bizarre, j'étais là pour écouter. Mais j'ai dit, mais comment? J'ai dit, un homme qui ne te frappe pas ne t'aime pas. S'il te frappe, ça veut dire qu'il est jaloux de toi et donc il t'aime. Mais comment on peut arriver à normaliser la violence au point de romantiser la violence? C'est quand tu es victime de violence qu'on te frappe. Il y a d'autres dames qui, dans des villages reculés, elles ne savent pas qu'elles peuvent dire non. Elles ne savent pas si elles souffrent ou pas. Parce qu'elles pensent que le système est fait de telle sorte qu'on nous embobine dès le départ. C'est-à-dire dans une famille normale, comme toutes les autres familles, on a le petit garçon et la petite fille. On apprend au petit garçon, quand tu quittes l'école, tu peux jeter tes chaussures, tu peux enlever tes habits, don't care, comme on le dit. Il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment rien, tu sors. Ta grande sœur qui revient de l'école au même titre que toi va ramasser tes habits, va ramasser tes chaussures et va te donner à manger. Ok? C'est la conception, c'est dans la tête ça se passe. Parce que c'est l'éducation qu'on a toujours léguée et qu'on continue à léguer. Et donc malheureusement, nous sommes le fruit de l'environnement dans lequel on grandit. Et ça ne peut pas changer. Par rapport à un enfant qui est issu, un enfant qui est issu d'une famille où pour eux c'est important de communiquer, de traiter les enfants au même pied d'égalité. Quand je parle de pied d'égalité, quand tu quittes l'école, tu dois ranger ta chaussure, tu dois ranger ta tenue. Quand tu manges, tu dois débarrasser la table. Ce n'est pas une éducation genrée, mais c'est une éducation pour dire en tant qu'être humain, ce sont des principes de vie qu'on apprend, qu'on s'apprend en tant que personne et qu'on est censé transmettre. Malheureusement, la culture est là. On dit souvent, mais vous les féministes, vous prenez la culture des Blancs. Mais non, l'Afrique était matriarcale. Quand on revient sur ce concept-là, l'Afrique était matriarcale. Et en tant qu'Afrique matriarcale,
cette repartition de tâches-là, quand vous prenez la charte de Kurukan-Fuga, dans son article 12 et 14, où on parle d'associer les femmes, par exemple, à la gouvernance, écouter les femmes, machin et tout, les femmes ne doivent pas être victimes de violence, ça a toujours existé. Et la charte de Kurukan-Fuga est plus âgée que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été votée de l'autre côté, au niveau des Nations Unies. Et donc, on se rend compte que tout ce qu'on est en train de dire là a toujours existé en Afrique. Cependant, avec l'avènement de la colonisation, où on a vu qu'à un moment, le pouvoir, c'est-à-dire, était détenu par les femmes. À l'époque où il n'y avait pas cette répartition de les femmes, machin, les hommes, machin, chacun vivait dans une société où il y avait des rôles, où chacun connaissait sa place. On n'avait pas ce type de problème. Ça me ramène à la question de viol, où on dit, vous, actuellement, on viole parce que vous êtes très mal habillé, parce que vous n'êtes pas très bien, machin, machin et tout. Quand on prend avant, les images existent où vous voyez, je suis un monsieur, c'est en français, qui sort souvent les archives de l'Afrique avant la colonisation. Vous allez voir des femmes qui sont en pagne, un petit pagne, en haut, un petit haut. Mais peut-être, j'imagine qu'à l'époque, on ne parlait pas de viol, de violence. Et nos mamas d'avant, comme on dit, nos mamas d'avant ne faisaient pas ça. Non, nos mamas d'avant faisaient pire que ce qu'on est en train de faire là. Mais en ce moment, on parle pas de violence, on parle pas. Encore une fois, c'est le système qui est en train d'abrutir tout le monde et on pense que nous, on est en train de marcher sur ce que les Blancs nous disent. C'est comme si on n'a pas cette faculté de réfléchir, de trouver nos propres problèmes ou on ne voit pas ce qui est en train de se passer dans la société. Encore une fois, c'est tout simplement parce que la femme est assujettie. On rappelle toujours à la femme, même si tu atteins quel niveau de ta carrière, quel niveau de vie, tu restes une femme parce que cette femme, c'est celle qui parvient à se mettre à terre pour qu'on marche sur elle, parce que elle, c'est une très bonne femme, machin et tout. Encore une fois, c'est le système de pensée qui continue à circuler dans notre société, malheureusement qui renforce, qui normalise ces violences et on trouve que c'est bon. C'est très bien dit, c'est une très belle Monsieur Souma n'est pas d'accord, mais... Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que... Mais allez-y, soyez à l'aise. Elle conclut en disant que le système normalise ces faits. Bien alors sûr. Que, moi, je ne trouve pas ces faits-là normaux. Parce que non seulement c'est dénoncé par la société, il y a des organismes qui existent, il y a des ONG qui existent comme vous. À quelle fin ces systèmes sont condamnés? À quelle fin? Vous allez dans un service de protection où une femme est frappée par son mari, elle vient se plaindre. Ce sont les mêmes agents qui disent tout le monde vit ça, madame, faut pardonner, tu retournes. Mais... Ça c'est un. C'est en fait normalisé. Vous allez dans les services juridiques, machin et tout, où on doit condamner ces cas de viol, de violence et tout. On vous dit c'est condamné des cas de MJF, machin et tout. On dit c'est condamné avec sursis. Ou on libère la personne, on dit que non, c'est tellement normalisé que quand il y a viol dans une famille, on dit toi tu veux nous mettre la honte. Nous on a accompagné une fille, récemment j'en parlais sur ma page, une fille qui a été longtemps harcelée sexuellement par son tuteur jusqu'à tentative de viol. Quand la fille a dénoncé, c'est une fille de 14 ans ou 16 ans, je ne me rappelle plus, quand la fille a dénoncé, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas normal, non, elle veut mettre du n'importe quoi dans la famille. Donc après vérification, heureusement la fille a été très intelligente, elle avait les screenshots, des captures d'écran, des messages de son oncle, des vidéos et tout, elle n'a rien dit. On est allé au commissariat, elle a montré, le monsieur qui niait, finalement il a avoué. Donc les parents de la fille ont quitté le village pour venir parce que la fille vivait chez le monsieur qui payait ses études. Les parents ont dit, c'est le monsieur là qui nous prend en charge, c'est le monsieur là qui nous accompagne et donc tu ne peux pas nous mettre la honte. Le mieux c'est de te taire et de rester ici. Quand la femme du monsieur a entendu, c'est-à-dire est venue au commissariat et s'est rendue compte, elle a accusé cette petite là de vouloir briser son foyer, sachant que elle tous les jours elle est victime de violences physiques, c'est-à-dire son mari la bat tous les jours. Mais non, ce qui l'intéresse c'est cette petite qui a dénoncé, qui est victime d'harcèlement sexuel et puis de tentative de viol. C'est elle là qui est en train de gâter son... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Encore une fois, c'est normalisé parce qu'on pense que c'est pas grave. Et pourquoi je dis c'est normalisé? On pense que c'est pas grave, c'est un problème comme les autres. Et donc ça doit être traité comme les autres. Par moment, on ne traite même pas. On dit juste il faut calmer, il faut l'éloigner de là. C'est malheureux d'en arriver là, mais ça existe et c'est normalisé. Ça, c'est vrai. C'est bien dit. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative qui vous parvient tous les samedis quand il est 14h. Et ce soir, on est en train de
parler de la scolarisation des jeunes filles et aussi la violence en milieu scolaire. Et on a comme invité Kadiatou Konaté, fondatrice de Malaf, entendez par Malaf, maison de leadership et d'accompagnement des filles et femmes. Eh bien, d'un moment à l'autre aussi, nous aurons le DCE de Matoto, nous l'aurons pour qu'il nous parle un peu du niveau de préparatif de la rentrée scolaire 2025-2026 dans sa juridiction. La technique va s'employer pour l'appeler. On va revenir à notre invité. Alors, Madame Kadiatou Konaté, parlant de la scolarisation des jeunes filles, est-ce que vous avez par exemple une équipe, ou en tout cas parfois ces filles-là sont venues vers vous pour vous dire « Ah, nous sommes confrontés à tel problème, il faudrait que vous nous aidiez ». Voilà, est-ce que vous faites des sensibilisations sur le terrain afin d'exhorter ces filles-là à pousser les études jusqu'au bout, en évitant par exemple les grossesses non désirées, en leur expliquant certains sujets qui sont considérés comme étant tabous? Oui. On organise beaucoup de sensibilisation communautaire, d'échanges de masse avec les filles, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les quartiers et même dans les villages, pour engager des discussions avec les filles sur l'importance de continuer à l'éducation. D'accord. Oui. On va vous revenir tout de suite, madame. Allô? Ah, il est parti, ok. Donc, on fait des sensibilisations pour discuter avec ces filles sur l'importance de l'éducation, sur pourquoi... sur l'importance de l'éducation, sur l'importance de rester à l'école surtout. Les grossesses non désirées, c'est dans les deux cas, que ce soit les petits garçons ou les petites filles. Dire aux petits garçons, le sexe, il est dangereux. Quand tu fais le sexe, tu risques d'enceinte une fille. Et la fille, pour dire, quand tu as des relations sexuelles, tu risques de tomber enceinte. C'est dans les deux cas. Mais malheureusement, quand une fille est tombée et tombe enceinte dans une école, on ne cherche pas qui est l'auteur dans cette école, que ce soit un professeur, qui que ce soit. On interdit juste à la fille de venir à l'école pour ne pas qu'elle entraîne d'autres filles. C'est-à-dire là, elle est victime d'un problème, parce que peut-être dans la plupart des cas, ce sont des filles qui n'ont aucune information sur la sexualité. Parce que tout simplement, nous sommes dans un système qui refuse la communication liée à la sexualité chez les enfants. Sauf que nous sommes à une époque où si tu ne donnes pas la bonne information à ton enfant, à ton élève, ton élève ira chercher la bonne information ou la mauvaise information sur Internet. On a maintenant accès à Google, on a accès à ChatGPT, on a accès à Gemini, on a accès à Facebook. On a accès à des amis qui peuvent nous donner de bonnes informations ou de mauvaises informations, malheureusement. Et donc, si toi, parent, tu n'acceptes pas de communiquer avec ton enfant, de prendre le temps de discuter avec ton enfant, elle va tomber enceinte, surtout chez les filles, et tu te sens dans l'obligation, ce qui n'est pas correct, de demander à ta fille d'arrêter d'aller à l'école. Ce sont des phénomènes, il faut prendre le temps de discuter, de parler de la sexualité aux filles, ce qui est extrêmement important. Donc oui, on fait des sensibilisations sur l'importance de l'éducation, sur l'importance de se préserver, sur l'importance de communiquer quand on est victime de viol. Certaines tombent enceintes parce qu'elles ont été violées par leur prof. Et malheureusement, ce prof, il est plus protégé que la fille. Donc, c'est la fille qui doit, encore une fois, où le système, il est injuste, c'est la fille qui doit arrêter d'aller à l'école parce qu'elle est tombée enceinte d'un violeur, d'un professeur violeur qui est là-bas et qui continuera à faire des victimes en attendant. D'accord. Madame, nous allons faire une petite digression. Cette fois-ci, c'est une question. Vous savez, nous sommes toujours dans l'odyssée de la célébration du 67e anniversaire de notre indépendance. Au-delà du militantisme, de l'activisme, vous êtes aussi écrivaine, si je ne me trompe pas. Vous avez écrit un ouvrage, et surtout un ouvrage dont l'intitulé, ce sont les indépendances. Les mères de la liberté, femmes et lutte pour l'indépendance. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ça rapidement? Ce qui m'a inspiré à écrire Les mères de la liberté, c'est l'absence, encore une fois, le système patriarcal. C'est l'absence des femmes dans l'histoire politique de la Guinée. Parce que quand on prend, alors jusqu'à maintenant, quand on prend l'histoire de la Guinée et qu'on s'intéresse aux hommes, aux femmes qui ont permis à libérer la Guinée, on ne retrouvait que 4-5 figures des femmes qui étaient là. Puis je me suis dit un jour, attends, mais c'est bizarre qu'on ait les mêmes noms, les mêmes histoires, sachant que de l'autre côté, il y a beaucoup d'hommes
dont on parle, mais comment ça se fait qu'il y a un décalage? Donc j'ai commencé à fouiller pour comprendre exactement c'est quoi ce décalage. Est-ce qu'il y a des ressources sur ces femmes? Mais en fait, c'était rien, il y avait presque rien sur elles. Cependant, dans les échanges informels avec Salan Dalaba et d'autres dames, en fait, ils parlaient beaucoup de la manière dont les femmes étaient investies, les femmes mobilisées, les femmes assuraient, comment on appelle ça, une grande mobilisation, organisaient des grèves contre des produits français à l'époque pour saboter la politique française à l'époque. Et je me suis dit, tiens, si oralement on transmet ça, c'est que ça existait. Il y a des sources, il y a des témoins qui n'ont pas, qui vivent encore. Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi les gens ne s'y intéressent pas? Et malheureusement, si on n'écrit pas et que les gens finissent, ces grandes personnes finissent par changer de monde, malheureusement, c'est une partie de notre histoire qui sera effacée. Et pour moi, notre patrimoine est très important. Souvent, les gens ont un problème avec ce mot. On dit patrimoine, sauf qu'il y a notre patrimoine qui a existé. Notre patrimoine, là, il faut qu'on s'assure de transmettre. C'est l'héritage que nos dévancières ont laissé à la jeune génération pour dire la femme, c'est pas que la cuisine. Elles ont mis les enfants au dos, elles sont sorties revendiquer, elles ont organisé des transmissions d'informations, elles ont organisé des réunions secrètes pour veiller à ce que les messages du PDG RDA à l'époque soit véhiculé et pour qu'on ait de plus en plus de personnes qui adhèrent à l'idéologie du PDG RDA à l'époque et tout ce qui va avec. Donc je me suis dit, ça serait intéressant de relater leurs histoires pour montrer que la vie politique de la Guinée, les femmes ont toujours été présentes dans la vie politique de la Guinée. C'est pas récent ce qu'on est en train de faire. Si nos aînés l'ont fait, c'est que nous sommes capables de le faire. Et en tant que jeune fille, jeune femme maintenant africaine, j'ai besoin de miroir. J'ai besoin de voir une représentativité de mes aînés dans la lutte que je suis en train de faire. Parce que je suppose que si moi je me suis posé cette question, sûrement d'autres jeunes femmes, d'autres personnes se sont posé la question. Et on a besoin d'immortaliser ça. On a besoin de mettre en lumière leur travail, leur positionnement et tout ce qu'elles ont eu à faire. C'est pour cela que j'ai écrit Les Mères de la Liberté, pour montrer qu'elles étaient là et il ne faudrait pas qu'on les oublie, il ne faudrait pas qu'on les efface de la mémoire collective. D'accord, c'est très bien. Comme j'aime la lecture, il va falloir que je m'en procure. Absolument. Elle est tellement féministe. D'accord. Tellement féministe. Qu'elle parle même de matrimoine. Voilà. En écrivant ce roman, est-ce que vous avez voulu ressortir d'autres noms qui ont été jetés aux oubliettes ou bien vous avez juste voulu critiquer le fait que l'histoire du pays s'est beaucoup plus appesantie sur les hommes que sur les femmes? Les deux. Les deux. Et est-ce que vous avez pu nous faire connaître d'autres noms de femmes qui ont été aussi au premier rang de l'indépendance? Il y a énormément de femmes, de noms de femmes citées. Dans le chapitre 3 du livre, 3 ou 4 si j'ai bonne mémoire, il y a une partie qui est consacrée aux femmes oubliées de l'histoire. Cette partie-là vous cite les noms des femmes par région, par préfecture. Et il y a Ahmed Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, qui avait sorti un communiqué après l'indépendance pour remercier, on dit un truc de Croix, j'ai oublié. Donc pour remercier les compagnons de l'indépendance. Donc ce document, je l'ai eu aux Archives nationales à travers le directeur national des archives, que je remercie de passage, m'a permis d'extraire la liste des femmes par région, par préfecture, par zone, pour montrer qu'elles étaient vraiment là, elles étaient organisées à travers l'Union des femmes de Guinée. Parce qu'il y a l'Union des femmes de Guinée qui a existé, qui a supporté le président Ahmed Sékou Touré dans toutes ces mobilisations sociales et dans toutes ces repartitions sociales communautaires. Donc oui, évidemment, j'ai mis en avant ces femmes et le travail qu'elles ont eu à réaliser. C'est bien. On va revenir aussi à la violence en milieu scolaire. Madame, aujourd'hui, vous allez parler au bureau du prof. C'est le prof qui m'a convoqué. Donc. Bien, voilà. Donc, selon vous, quels sont les facteurs déclencheurs de la violence en milieu scolaire, surtout celle basée sur les filles? Quels sont les facteurs qui généralement déclenchent cela et quelles solutions il faut y apporter pour y mettre fin? C'est le manque. Je pense que le facteur principal, c'est le manque de communication. Le manque de communication et le manque d'information développé par l'école. Je propose que toutes les écoles puissent mettre des thèmes d'échange en place ou d'information
d'information et de formation pour les professeurs sur ce qui se doit et sur ce qui ne se doit pas en termes de relations professeur-élève à l'école. C'est extrêmement important. Et sur les définitions aussi du harcèlement, de viol, de violence et tout. Il y a un professeur qui peut taper les fesses d'une fille, il pense que c'est normal ou il est en train de blaguer. Sauf que non, là c'est une partie assez intime à la fille. Donc il faut qu'elle te donne son accord de taper ses fesses avant que tu ne le fasses. À moins que vous ayez des relations assez proches. Mais ce n'est même pas normal que vous ayez ce type de relation en tant que prof, parce qu'on suppose que vous êtes plus âgé, plus mature, et donc vous avez ce pouvoir de manipulation contre elle. Essayez de la faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Et donc, vous n'aviez pas le droit d'avoir ce type de relation. Les écoles doivent être en mesure de former les professeurs sur les questions de violence en milieu scolaire, que ce soit violence physique, que ce soit harcèlement, que ce soit viol, que ce soit violence sexuelle, et tout ce qui va avec. Ça, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est communiquer avec les élèves. C'est-à-dire, quel est le mécanisme mis en place pour qu'un élève puisse se sentir à l'aise pour dénoncer un problème quand ça se passe. Souvent, il n'y en a pas dans les écoles. Si une fille est victime de violence, d'harcèlement, peu importe, en classe, elle ne peut pas le dire parce que vous allez trouver que ce prof est tellement bien introduit à la direction qu'on a peur de dénoncer. Si c'est lui, laissez tomber. Finalement, pourquoi les enfants vont parler? Elles risquent de se voir expulsées de l'école parce que tout simplement elle a osé dénoncer un professeur harceleur au sein de son établissement. Donc ce qui peut mieux marcher, c'est de se taire tout simplement et laisser le professeur continuer ses études, ce qui est très grave. Donc les écoles doivent être en mesure de mettre en place un système de communication garanti et safe pour les élèves afin de les amener à communiquer quand ils font face à des problèmes vis-à-vis des professeurs. Amener les professeurs à être responsables dans leur comportement avec les élèves. C'est extrêmement important. Dire à un élève, il faut venir coucher avec moi, on a tellement normalisé ça que les jeunes filles maintenant, elles pensent que c'est pas grave si je viens pas à l'école, il me suffit de coucher avec mon professeur pour que j'ai ma note. Malheureusement, on a tendance à juger ces filles, mais moi je juge ces professeurs et le système qui a normalisé ça, le fait que tu dois passer à la casserole avant d'avoir ta note parce que tout simplement tu refuses d'étudier. Effectivement, ça va me conduire à ne pas étudier parce que je sais qu'à la fin de la journée, c'est pas ce que j'ai dans la tête qui compte, c'est mes notes qu'on me donne. Et donc je suis là qu'à chercher les notes au lieu de chercher. C'est repenser même le système éducatif. Souvent en classe, les élèves sont focus sur les notes à avoir que sur l'information et l'éducation qu'on cherche à capter. Et donc même si je copie, même si je triche pour avoir ma note, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est qu'à la fin de la journée, j'ai ma note. Ça, c'est problématique parce que malheureusement, on n'a pas cette possibilité de sensibiliser et d'informer les enfants sur l'importance de l'éducation. Parce que plus un enfant aime l'éducation, aime ce que le professeur donne, l'enfant s'adonne et ne cherche pas à tricher. Parce que l'enfant se met dans une optique de comprendre ce que le professeur dit et non d'entendre pour transmettre afin d'avoir sa note, encore une fois. Ce sont des systèmes. Je pense que le véritable problème en Guinée, ce sont des systèmes de ressources humaines, systèmes de gestion, systèmes politiques mis en place à tous les niveaux. On a besoin de reformer ces systèmes et c'est en train de venir petit à petit. Mais les écoles doivent prêter attention aux élèves, doivent croire aux élèves, doivent comprendre les élèves et mettre des systèmes de dénonciation sûrs en place pour favoriser la communication en cas de problème. Très bien dit. Vous êtes au bureau du prof, la seule émission éducative qui vous donne la possibilité de plonger dans les réalités de l'école guinéenne. L'émission elle est interactive. Vous pouvez à présent appeler le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois pour participer à l'émission ou tout simplement poser des questions à notre invité Kadiatou Konaté, avec qui nous abordons les thèmes, la scolarisation des jeunes filles et aussi la violence en milieu scolaire. Alors, Monsieur Souma, on est en train de parler de la violence en milieu scolaire et voilà, elle a dégagé quelques pistes qu'il faut suivre afin que ce phénomène soit complètement éradiqué dans nos concessions scolaires. Alors, est-ce que vous avez une petite analyse dessus avant de lui poser une question ? Bien, d'abord ce que moi je voudrais dire par rapport à la violence en milieu scolaire,
la violence en milieu scolaire ne doit pas être vue comme étant un phénomène qui est orienté simplement vers les filles. J'ai beaucoup de... Vous savez, elle se penche beaucoup plus. J'ai suivi avec attention les démonstrations de madame que je ne remets pas complètement en cause. Mais bon, je ne voudrais pas aussi me ranger dans la peau des féministes. Je voudrais en fait, c'est comme si vraiment on a dans ce studio un qui défend le camp des hommes et voilà, Kadiatou, elle... Je voudrais prendre la parole pour essayer de donner une explication de façon générale, pour essayer de dire que la violence en milieu scolaire est un fléau qui touche tout le monde. Et les professeurs et les élèves, c'est-à-dire tout genre confondu. Voilà. C'est bien que les femmes sont vulnérables dans cette affaire, mais moi, selon mon constat, les garçons sont beaucoup plus victimes de violences scolaires dans les concessions et dans les établissements que les filles. Mais bon, bien entendu, les femmes, les hommes le plus souvent peuvent sortir quelquefois de leur silence pour essayer de s'exprimer, bien que cela peut être étouffé par la rigueur ou par l'autorité de la direction. Mais il faut aussi considérer cela, qu'il n'y a pas que des filles seulement qui sont victimes de violences et que le plus souvent, les filles, dans leur manière de faire, amènent, c'est-à-dire ça amène le concours des événements qu'elles se victimisent dans une certaine mesure. Oula, parce que leur manière de faire. Oui, je le dis en connaissance de cause. C'est quoi cette manière de faire des filles? Vous savez, le comportement vestimentaire, la façon de vouloir faire comme les autres sans en mesurer les conséquences peuvent amener les filles à se retrouver dans une situation qu'elles ne maîtrisent pas. C'est quoi ces comportements vestimentaires? Oui, elle peut ne pas être d'accord. Je sais de quoi je parle. Il y a des filles qui quittent la maison avec la tenue normale qui est recommandée par la direction et que les parents ont cousu pour eux, mais qui viennent à l'école avec d'autres tenues et qui ne laissent pas forcément tout le monde indifférent et qui fait que quelquefois ça attire de mauvaises intentions envers elles. Mais je suis très heureuse que vous ayez dit ça, qui ne reste pas tout le monde indifférent. Donc si cette personne qui ne reste pas indifférente voit cette fille, est-ce que c'est à la fille de changer son habillement ou à cette personne de se contrôler? Bien, moi sur cette question par exemple, au lieu de sanctionner celui qui l'a fait, il faut essayer de corriger d'abord celui qui provoque le fait. Attention, les filles, on ne provoque pas une violence. Quand il y a ces types de violences, par exemple, on viole, pour dire, tu ne vas pas t'arrêter devant le juge pour dire, c'est parce que je l'ai vu désolé, je suis à l'antenne, mais en slip, c'est pour cela que je suis venu la violer. Tu diras jamais ça à un juge. Bon, je n'ai pas dit que quelqu'un a été violé pour ça, mais je dis que ça peut provoquer des mauvaises intentions. Et le plus souvent, les violences là se font rarement dans les écoles qu'en dehors de concessions scolaires. Mais ça ne finit pas de ces professeurs qui violent, qui tuent les filles dans l'école, au sein de l'école. Récemment, qui viole et qui tue, c'est-à-dire de viol jusqu'à ce que la mort s'en suive. Des petites filles de 7 ans, de 9 ans. Je sais que ça arrive. Ces filles, on ne parle jamais. Pour des petites filles, non. Ce que j'ai dit, ne considère pas ça comme étant une situation qui peut se coller aux petites filles. Pourtant, les questions de violence s'appliquent à tout le monde de la même manière, sans encore une fois explication. C'est comme si là vous êtes en train de... Je ne suis pas en train de défendre. De justifier les violences. Je ne suis pas en train de justifier, mais je suis en train de donner quelques raisons qui font que ça peut arriver. Et donc ces raisons-là sont des justifications. Ces raisons sont des justifications. Pour les petites filles ne peut pas parler de... C'est comme, ok, je sors du cadre de l'école. Vous voyez, il y a des femmes voilées. Récemment, ça s'est passé à l'abbé. Une femme voilée entièrement, une vieille, qui a été violée par un jeune homme. Un jeune homme, je pense de 22 ans ou de 23 ans. Là, on parlera pas d'habillement. Encore une fois, si tu as un problème avec, je ne parle pas de vous, je parle dans l'ensemble, si tu as un problème avec quelqu'un qui s'habille en jupe et que ça réveille tes pulsions sexuelles, c'est que toi tu as un problème et que tu dois pouvoir travailler, te contrôler. Ce self-control là que tu mets en toi, c'est pas à la fille de changer sa manière de s'habiller parce que tout simplement toi tu n'arrives pas à te contrôler. Et donc s'il y a un problème, tu cherches à te contrôler et tu ne dis pas à l'autre de se taire tout simplement parce que toi tu n'es pas à l'aise avec ça. Si tu n'es pas à l'aise, tu te soignes, c'est pas à elle de se soigner. Justement, ce self-control, beaucoup parviennent à l'avoir. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, monsieur le DCE, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Vous êtes au bureau du prof. Vous êtes convoqué au bureau du prof. Oui. Allô? Oh là là. La technique, pas bon. oui, la technique va vous rappeler. Voilà. Donc, nous revenons à notre invité qu'on ne va pas lâcher. Voilà. Oui, donc, par rapport aux violences, moi, je voudrais citer, par exemple, l'utilisation des chicottes dans les concessions scolaires que les gens minimisent. Un fait pourtant qui est prohibé dans les textes. Mais que ça dit beaucoup de personnes continuent à entretenir, mais que l'on minimise. Pourtant, ceux qui se sont levés pour dire non, ça ne doit pas être appliqué sur mon enfant et qui sont partis porter plainte, les intéressés ont été entendus et les fauteurs de ces actes-là ont été également condamnés. Donc, parlant de violence, il y a aussi l'utilisation c'est-à-dire des propos injurieux envers des enfants, dans lesquels les enfants se sentent beaucoup plus humiliés. La violence au point verbale. que les lendemains, ils ne prennent pas le courage de venir à l'école. Ce sont des faits qui sont beaucoup plus visibles. Mais moi, je pense que c'est-à-dire l'utilisation de viol dans les écoles découle le plus souvent de l'irresponsabilité ou du manque de vigilance de certains responsables. Parce que quand on voit ce qui peut venir après, il faut mettre en place des comités de veille pour essayer d'interpeller les gens à la montée des couleurs autour du mât, dans les classes. Lorsque ces faits viennent, il faut qu'il y ait des gens qui se donnent le courage de venir interpeller pour essayer de prévenir. Parce que certains peuvent lire les intentions dans les paroles, dans les faits et gestes entre élèves et élèves, mais aussi entre professeurs et élèves. Donc quand ces choses comme ça arrivent, il faut qu'il y ait des comités soient mis en place. Alors, on a l'invité en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur le professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le bouillant DCE de Matoto. Bienvenue au bureau du prof. Vous êtes convoqué ici. D'accord, je suis à la disposition du bureau du professeur. Merci bien. Alors ce soir, allons parler du niveau des préparatifs de la rentrée dans votre zone, dans votre juridiction. Où nous en sommes, parce que la rentrée pointe déjà à l'horizon, hein, c'est le lundi. Et où nous en sommes réellement dans votre commune? Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous dire de façon exacte les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026 qui s'effectuera le lundi sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Ce qui concerne ma juridiction, là où je vous parle, depuis le 25 septembre 2025, à la date de la rentrée administrative, l'ensemble des chefs d'établissement du public et du privé, les directeurs d'école et du public et du privé, se sont mis dans le travail. Okay. Chacun en ce qui le concernait, les chefs d'établissement du secondaire. Okay. Il y a ce qu'on appelle l'établissement de l'emploi du temps. À l'heure actuelle, tous les professeurs du secondaire, chacun a son emploi du temps individuel. Okay. Chacun connaît les classes où il doit passer pendant l'année scolaire. Okay. Là où je vous parle, les enseignants de l'élémentaire, chacun connaît la classe où il doit passer l'année scolaire. Oui. Parce que vous savez bien plus que moi, il n'y aura jamais un enseignant sans classe, il n'y aura jamais des élèves sans enseignants, il n'y aura jamais des classes sans enseignants. Donc, en grosso modo, tout est prêt en matière de ressources humaines. D'accord. Bon, d'abord, je remercie encore le département qui a doté ce qu'on appelle les enseignants en fourniture scolaire. Okay. Depuis la semaine dernière, la direction de l'école de Matoto a donné les cahiers à tous les enseignants, en passant par les chefs d'établissement. Donc tous les établissements avaient reçu ce qu'on appelle les cahiers, en nombre vraiment suffisant. Donc, parce que tu ne peux pas dire à un enseignant de préparer s'il n'a pas reçu un cahier de préparation. D'accord. Donc, aux autorités, nous leur disons merci pour la promptitude dans le travail. D'accord. Oui, d'accord. Oui, vous êtes largement compris. Une dernière question pour vous, hein, Monsieur Souba. Allez-y. Voilà. Monsieur le directeur, bonsoir.
Bonsoir, M. Souma. Voilà, dans 48 heures, la communauté éducative va se retrouver dans les concessions scolaires et les professeurs ont pris pour habitude, dès le premier jour, de venir faire le commentaire sur le programme. Cette fois-ci, quelles sont les instructions qu'on vous a données par rapport à l'évolution normale des cours quand on sait que cette année sera aussi une année électorale? Bon, vous savez, ça dépend du comportement des enseignants. Moi, c'est que les enfants qui viendront dans les salles de classe recevront ce qu'on appelle les premiers cours. Après avoir diffusé le programme, si c'est nécessaire, l'enseignant doit être capable de donner le premier cours. Pas donner le commentaire général, mais de dispenser les premiers cours. C'est ça qui est commandé parce que l'année scolaire démarrera effectivement le lundi 6 octobre 2025. Très bien. Donc, c'est ce jour-là où le pourcentage d'exécution devrait démarrer. Ok. La dernière fois, il y a rapidement, Monsieur Souma, il y a un document qui avait fuité qui était, c'est-à-dire qui faisait allusion au plan de progression annuel et qui avait défini l'évolution hebdomadaire à 3,57. Est-ce qu'à date, il y a un document officiel qui est mis à la disposition des autorités éducatives pour que les enseignants sachent quels sont les pourcentages qui sont retenus officiellement? En une minute. Effectivement, moi j'avais retardé la tenue de nos rencontres à l'absence de ces documents officiels. Le 29 septembre dernier, l'inspecteur général avait élaboré tous ces 3 documents. C'est-à-dire les lettres directives, la programmation, le pourcentage d'exécution, tout. Donc moi, je ne pouvais pas tenir mes réunions avec les gouvernements sans ces documents. Lorsque j'ai reçu ces documents, ça a été tiré au prolata des établissements du public. Les privés, je les ai donnés, chacun m'a tiré. Donc au jour d'aujourd'hui, toutes les écoles publiques de ma juridiction, au nombre de 614, chacune de ces écoles a ce qu'on appelle tous les documents y afférents. Merci beaucoup, monsieur le directeur communal de l'éducation de Matoto. On vous aura en présentiel dans cette émission. Il n'y a pas de problème, monsieur El Professeur, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Vraiment bravo pour tous les efforts consentis pour notre système éducatif. On est ensemble. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Alors, nous allons revenir. Nous avons quelques minutes à grignoter. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Aujourd'hui, on est en train de parler de la scolarisation des jeunes filles, mais aussi de la violence en milieu scolaire. Et on a comme invité Kadiatou Konaté, fondatrice de Malaf. Eh bien, l'intervention du DCE quand même a aidé notre invité à prendre quelques bouffées d'oxygène. Alors, on a encore quelques minutes. Monsieur Souma, vous allez la lâcher. Alors aujourd'hui, quel est le véritable appel que vous avez, parce qu'on n'a plus le temps maintenant, on n'a plus le temps. Quel est le véritable appel que vous avez à lancer à l'endroit des jeunes filles pour qu'elles fassent des études, leur cheval de bataille, qu'elles mènent les études jusqu'au bout afin vraiment d'être utiles à la nation, d'être un jour des ambassadrices, des présidentes, des directrices, ainsi de suite. Quel est le véritable appel que vous avez à lancer à leur endroit? J'ai envie de dire aux filles que la personne la plus importante dans leur vie, c'est elle-même. Il n'y a pas quelqu'un de plus important. On ne s'assoit pas à attendre un homme riche ou une femme riche pour nous prendre en charge. C'est cette dépendance-là qui amène plusieurs autres violences dont on a parlé et tout ce qui va avec. Il faut qu'elles acceptent d'étudier, il faut qu'elles acceptent d'investir en elles. Investir, c'est pas que l'argent. Qu'elles acceptent de consacrer leur temps pour changer la dynamique sociale actuelle. On dit toujours pourquoi les choses ne changent pas, parce que ce sont les femmes qui se lèvent pour aller faire des plaidoyers à l'endroit des hommes qui détiennent le pouvoir. Si nous voulons que les choses changent, il faut que nous soyons là où on décide. Comme ça, on a mille et une possibilités de faire changer les choses selon notre manière de vivre et tout ce qui va avec. Encore une fois, on a besoin d'étudier. On a besoin de nous affirmer, on a besoin de prendre conscience de ce qu'on est capable de faire pour changer le système actuel qui existe, parce que sinon personne ne le fera à notre place. C'est très bien dit, Kadiatou Konaté, ça a été un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui au bureau du prof. Le débat était vraiment enrichissant. Monsieur Souma, votre mot de la fin?
Bon, je remercie Madame Konaté, que je trouve très engagée, mais je voudrais que la communication continue à son niveau. Très percutante aussi. Très percutante, parce qu'on peut percuter, et je n'aime pas trop l'électrochoc féminin. Voilà. Il faut que la communication continue à son niveau pour que le courage qui l'anime, le feu qu'elle a en elle, puisse raviver également le courage chez les autres filles afin qu'on puisse avoir beaucoup de Kadatou Konaté. Très bien dit. Alors, côté technique, on a été accompagné par Mamadou Diallo et la réalisation télé, mon captif Hassan So, ici à la présentation, appelez-moi tout simplement Alpha Hassan Bari ou El Professeur. On se retrouve le samedi prochain. Au revoir.